Ce n'est pas un hasard si la première voix que tu entends chaque matin est la tienne. À cet instant, juste avant que le monde ne t'entraîne avec ses exigences et ses urgences, ton esprit est ouvert, vulnérable et prêt à absorber tout ce que tu lui donnes. Ce que tu choisis de te dire dans ces premières minutes n'est pas seulement un rituel sympathique d'auto-assistance, c'est un acte de défense psychologique, d'entraînement mental et de discipline émotionnelle. Si tu commences la journée en répétant des idées de défaite, d'insuffisance ou d'anxiété, ce sera la base sur laquelle se construiront le reste de tes décisions. Personne d'autre ne fera ce travail intérieur pour toi. Personne ne te sauvera de tes propres pensées. La réalité est claire. Ce que tu te dis le matin peut être le poids qui te tire vers le bas ou l'élan qui te soulève. Les stoïciens le savaient, et c'est pourquoi ils entraînaient leur esprit comme on entraîne un muscle. Avec intention, avec rigueur, sans concession à la paresse mentale. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réponse. Cette phrase n'est pas seulement une sagesse des livres anciens, c'est un mécanisme de survie mentale. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 affirmations, dures et directes, qui peuvent changer la façon dont tu filtres la vie. Nous ne sommes pas ici pour adoucir la réalité, ni pour nier le choc des difficultés, mais pour apprendre à répondre avec force, avec présence et sans auto-illusion. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta première pensée. C'est là que commence la véritable transformation. 1. Choisis ta première pensée du jour. La plupart des gens commencent la journée en mode automatique, laissant leur esprit être dicté par la première pensée qui apparaît, comme s'ils n'avaient pas d'autre choix. C'est la dure vérité. Chaque matin, tu te lèves et tu laisses ta première pensée être dictée par la fatigue, par une préoccupation, par une dette émotionnelle que tu ne reconnais même pas. Ainsi, tu as déjà perdu le premier round de la journée avant même de te laver le visage. C'est le mécanisme qui te maintient attaché à de vieilles versions de toi-même. Car si tu ne choisis pas ta première pensée, d'autres le feront pour toi. Tes peurs, tes vieilles habitudes, tes insécurités, l'opinion de quelqu'un qui ne te respecte même pas. Ce n'est pas un détail mineur, c'est là que commence la fracture de ton caractère ou sa reconstruction. Et si tu décides de continuer avec l'excuse de « c'est comme ça que je suis » ou « c'est comme ça que je me suis réveillé toute ma vie », alors assume que ta vie restera la même, car il n'y a pas de changement réel sans inconfort initial. Arrête d'attendre que la motivation apparaisse toute seule. Personne ne se réveille motivé tous les jours, mais tu peux te réveiller avec détermination. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à lire et à admirer, c'est un entraînement mental et émotionnel qui commence à cet instant silencieux avant toute distraction externe. Choisir ta première pensée du jour n'est pas une tâche mineure, c'est le premier acte de souveraineté sur ton propre esprit. Marc Aurèle le savait, la qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie. Si tu ouvres les yeux et que la première chose que tu te dis est « encore la même chose, je ne vais pas y arriver, quelle fatigue », alors ce filtre déforme tout ce qui suit. C'est comme si tu programmais ton système d'exploitation pour l'échec avant même d'essayer. Vas-tu vraiment continuer à donner ce pouvoir à l'inertie mentale? La personne qui prend les rênes est celle qui se regarde en face et décide « Aujourd'hui, je vais semer une idée différente. » Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Chaque jour est un investissement ou une dette, et le solde, c'est toi qui le paies. La neuroscience le confirme, répéter des schémas négatifs renforce les voies neuronales de l'anxiété et de la résignation. Mais si tu choisis consciemment ta première pensée, même si cela te coûte au début, tu commences à tailler un nouveau chemin. Je ne parle pas de magie, je parle de travail réel. Personne ne va te sauver de tes propres automatismes. Si tu n'es pas prêt à faire cet effort initial, alors accepte que le reste de la journée sera une répétition de ce que tu connais déjà. Choisis une affirmation qui te défie et te sorte de la léthargie. Aujourd'hui, je choisis ma réponse.
N'attends pas de te sentir prêt, car c'est un autre piège mental. Rends-le inconfortable jusqu'à ce que l'inconfort devienne une habitude. C'est la porte d'entrée vers toute transformation réelle. Si tu ne prends pas le contrôle de ta première pensée, ton esprit continuera d'être un territoire occupé, et ce que tu ne gouvernes pas te gouverne. 2. Ta réponse définit ton cap quotidien. Tu te réveilles et à peine ouvres-tu les yeux, tu as déjà un petit dilemme entre les mains. Le réveil sonne, la chambre est encore dans l'obscurité et pendant un instant, il n'y a que toi et l'envie de remettre à plus tard le début de la journée. Le corps cherche le confort, l'esprit veut négocier 5 minutes de plus et c'est là que se présente le premier véritable carrefour. Ce n'est pas un détail insignifiant. C'est le premier moment où la réponse que tu choisis définit la direction de ce qui suit. Te lèves-tu avec détermination ou cèdes-tu au pilote automatique? Ce choix, si quotidien qu'il semble trivial, est en réalité ta première déclaration d'intention au monde et surtout à toi-même. Personne d'autre n'entend ce dialogue, mais c'est là que commence à se façonner le caractère ou à se perpétuer l'inertie habituelle. Ce que nous ne reconnaissons souvent pas, c'est que nous ne sommes pas responsables de tout ce que nous pensons, mais nous le sommes de la façon dont nous répondons à ces pensées. L'habitude est de se plaindre mentalement, d'anticiper le pire, ou de se laisser entraîner par la sensation que la journée a déjà commencé en pente. C'est un vieux réflexe, une habitude que tu as apprise et répétée jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Mais chaque matin, ce mécanisme peut être interrompu si tu choisis de répondre différemment, même si au début, cela te semble inconfortable et même forcé. Répondre n'est pas la même chose que réagir. La réaction est automatique, la réponse est choisie. C'est ici que l'entraînement stoïque entre en jeu. Il ne s'agit pas de feindre l'enthousiasme, ni de nier la difficulté, mais de se rappeler que ta première décision authentique de la journée est interne, silencieuse, mais a un poids énorme. Lorsque tu reconnais que tu as ce pouvoir, même s'il ne s'agit que d'une petite réponse initiale, quelque chose bouge en toi. Nous ne parlons pas de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais de choisir ton attitude face à ce que tu dois vivre aujourd'hui. Ce que tu répètes devient ton reflet. Si chaque matin tu te permets d'affirmer, même avec une voix tremblante, « Je choisis ma réponse », tu commences à affaiblir les chaînes de l'habitude et à renforcer la musculature mentale qui te permet de résister à la pression de la vie quotidienne. Répondre de manière consciente est un acte de responsabilité envers toi-même, c'est te dire « Je ne suis pas l'otage de mes impulsions, ni de mes pensées automatiques ». Dans cet espace bref, entre stimulus et réponse, se joue bien plus que l'humeur du jour, se joue ta liberté. Accepter que ta réponse définit ton cap, c'est abandonner le confort de la victime et assumer l'inconfort de l'autonomie. La vie va toujours apporter des défis, du découragement, des nouvelles inattendues, voire des déceptions. Mais la réponse que tu choisis face à chacun de ces moments est ce qui, au final, additionne ou soustrait à ton intégrité personnelle. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides ni de te tromper avec un optimisme superficiel. C'est un travail réel et c'est aussi un engagement quotidien. Ta réponse t'appartient et personne ne peut te ravir cet acte de souveraineté intérieure. Celui qui apprend à répondre apprend à diriger sa journée. La réponse est le gouvernail de ta vie. Ne laisse pas l'automatique décider pour toi. 3. Trouver l'opportunité dans l'inconfort. Je vais te confesser quelque chose qui ne sonne sûrement pas bien à admettre en public. Souvent, face à l'inconfort, la première chose que je fais est de chercher comment m'échapper. Peu importe s'il s'agit d'une conversation difficile, d'une erreur exposée ou de la sensation physique de fatigue. La réaction initiale est d'essayer de l'esquiver, de chercher une distraction, d'inventer une justification pour retarder la rencontre avec cet inconfort. Mais si l'on prend le temps d'analyser, cet élan de fuite a un prix. Chaque fois que je choisis d'éviter l'inconfort, je renforce un mécanisme mental qui donne plus de pouvoir à l'inconfort lors de la prochaine occasion.
C'est comme si, au lieu de résoudre une dette interne, tu la refinançais chaque jour et que les intérêts devenaient de plus en plus élevés. Le résultat, ta tolérance à la frustration s'affaiblit, ta capacité à t'adapter se réduit et, sans t'en rendre compte, tu deviens otage de n'importe quelle circonstance défavorable. Ce n'est pas une question de pure volonté, c'est un schéma qui se consolide au niveau neuronal. Un chemin rapide que ton cerveau préfère parce qu'il économise de l'énergie, mais à long terme, cela te rend plus faible face à n'importe quel défi. Si nous le décomposons, l'inconfort est un signal, pas une punition. C'est la notification interne que tu sors d'un mode automatique, que quelque chose est sur le point de bouger ou de se briser dans tes vieilles habitudes. Si tu ne le vois que comme un obstacle, tu perds le message qu'il apporte. Chaque fois que tu fais face à l'inconfort et choisis de ne pas fuir, tu entraînes une partie de toi que tu n'utilises presque jamais. La croissance n'est pas un cadeau, c'est le résultat de t'exposer délibérément à l'inconfort et de rester là suffisamment longtemps pour que ton esprit et tes émotions s'adaptent. Le stoïcisme n'a jamais promis une vie sans douleur, ni dégagé de difficultés. Ce qu'il offre, c'est une manière de réinterpréter ce malaise. Marc Aurèle n'a pas écrit depuis le confort, mais depuis la pression quotidienne de gouverner un empire et de faire face à l'incertitude constante. La phrase « c'est ici que se trouve la croissance » n'est pas une fantaisie motivationnelle, c'est une stratégie. Si tu associes ton moment de plus grand inconfort à l'opportunité de te renforcer, tu transformes le sens même de l'expérience. Ce que tu évites par peur finit par grandir en silence. Ce que tu affrontes avec courage devient une ressource. La neuroscience le confirme. Chaque fois que tu choisis de rester et de répondre de manière consciente face à l'inconfort, ton cerveau crée de nouvelles connexions qui rendent plus facile la répétition de ce comportement à l'avenir. Mais maintenir cet engagement nécessite de se rappeler chaque matin que l'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le terrain où tu sèmes des capacités. La plupart des gens veulent s'améliorer, mais presque personne ne veut être inconfortable. Accepte cela. La croissance se paie en inconfort. Si tu n'es pas prêt à payer ce prix, ne te trompe pas en espérant des résultats différents. Le muscle de la résilience s'entraîne sur un sol difficile. C'est ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui ne désirent que. Chaque fois que tu choisis de rester un peu plus dans cette zone où ce n'est plus toi qui commande, mais l'inconfort, tu envoies à ton esprit le message le plus puissant. C'est ici que je me renforce. C'est ici que je grandis. 4. Prends en compte ce qui se passe ici et maintenant. Il y a des moments où l'esprit ressemble à une salle d'attente mal éclairée. Des horloges qui avancent sans hâte, des murmures de souvenirs qui entrent et sortent par la porte entrebâillée, des yeux qui cherchent à se distraire de tout, sauf de ce qui se passe à cet instant précis. Le présent ne crie jamais, il chuchote à peine, et il a tendance à rester en arrière-plan pendant que l'attention se tourne vers les tâches que tu n'as pas accomplies hier ou vers les craintes de ce qui pourrait se passer demain. Mais le seul endroit où tu peux déplacer une seule pièce de ta vie est ici, sur ce plateau qui se déploie sous tes pieds, en ce moment même. La plupart des gens vivent la journée comme s'ils n'étaient que des spectateurs de leur propre passage. Ils regardent leur téléphone pendant que le café refroidit, passent en revue mentalement la discussion de la nuit précédente en se brossant les dents, ressentent le pouls accéléré par des tâches futures pendant que le présent se dissout, invisible. Arrête-toi une seconde. Observe tes mains. Sens le poids de ta respiration dans ta poitrine. Le corps est ici, mais l'esprit s'échappe encore et encore. Prendre le contrôle du moment nécessite une décision inconfortable. Cesser de chercher refuge dans le passé ou le futur et prêter attention, avec toute l'attention possible, à ce qui se passe à cette seconde précise. Ce n'est pas un acte grandiloquent, c'est un geste petit, presque imperceptible, mais radical. Le stoïcisme le traduit par une affirmation simple et brutale. Aujourd'hui est ce qui compte le plus. Non pas parce que le passé est sans importance ou que l'avenir n'a pas de valeur, mais parce que c'est seulement dans ce fragment de temps que tu peux intervenir dans quelque chose de réel. Marc Aurèle
écrivait ses méditations au milieu du bruit de l'Empire, s'accrochant à la discipline de ramener son esprit au maintenant, encore et encore, comme quelqu'un qui entraîne un muscle qui résiste. Rien ne change si ton esprit continue de fuir vers le prochain problème, ou s'il reste bloqué dans l'inventaire des vieux échecs. L'habitude de revenir au présent est l'une des formes les plus puissantes d'émancipation mentale. La présence est pouvoir, et celui qui la conquiert, même pour quelques secondes, commence à gouverner sa journée. Dans le quotidien, cela signifie remarquer la pression de tes pieds sur le sol en te levant, écouter le son de l'eau en te lavant le visage, sentir le tremblement initial de tes pensées sans les juger ni essayer de les modifier immédiatement. C'est ici que s'exerce l'art d'attendre. Ne te disperse pas avec des excuses ni avec le vertige de ce qui reste à faire. Si tu t'entraînes à revenir au moment, encore et encore, tu crées l'espace mental où les affirmations prennent réellement racine. Tu ne peux pas semer une nouvelle idée dans un terrain que ton esprit abandonne toutes les 5 secondes. Seul le présent est un terrain fertile. Le reste n'est qu'un paysage de fond. Si tu ignores cela, ta journée ne sera qu'une somme d'absences. Choisir de prêter attention à ce qui se passe ici et maintenant, c'est résister à l'inertie de la distraction. C'est affirmer « aujourd'hui, ici, aujourd'hui, maintenant, c'est là que je me transforme ». Personne ne peut le faire à ta place. 5. Reconnaissez votre valeur sans conditions externes. Personne ne doit vous valider pour que vous soyez précieux. C'est la vérité inconfortable que presque personne n'ose regarder en face. Si vous passez votre vie à supplier l'approbation des autres, vous cédez votre dignité par petites doses, vous devenez esclave des attentes d'autrui et vous vous condamnez à vivre comme une version diminuée de vous-même. Réalisez-vous le prix que vous payez chaque fois que votre valeur dépend d'un like, d'un regard, d'un commentaire, d'un résultat externe? Chaque fois que vous attendez le signal que vous êtes enfin suffisant, vous vous enchaînez à un mensonge qui ne fait qu'alimenter votre insécurité. Peu importe combien de réussites vous accumulez, combien d'applaudissements vous obtenez, si votre valeur est négociable selon l'humeur des autres, vous resterez vulnérable à tout mépris, à tout oubli, à toute critique. Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Ce qui dépend de vous, c'est votre jugement sur vous-même, pas l'applaudissement ni le rejet venant de l'extérieur. Marc Aurèle a écrit « La valeur d'une personne est déterminée par ce qu'elle se donne à elle-même, pas par ce qu'elle reçoit de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas le courage de vous soutenir lorsque personne ne vous applaudit, alors vous n'avez pas de caractère, juste un masque qui s'adapte à ce qui est opportun. Ne vous trompez pas, la validation externe est addictive et semblera toujours plus facile que de construire votre propre estime de soi à partir de zéro. Mais ce chemin vous vide, vous laisse à la merci de tout vent contraire. L'affirmation « je suis suffisant » n'est pas une phrase de développement personnel à répéter comme un perroquet. C'est un acte de rébellion contre la culture de la comparaison, l'exigence impossible et le piège de se sentir inférieur pour ne pas correspondre à des normes extérieures. Vous êtes suffisant, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que la dignité repose sur vos actions, sur vos valeurs, sur la capacité de regarder votre propre reflet et de reconnaître ce que vous valez même lorsque personne ne le voit. Si chaque matin vous permettez qu'une variable externe définisse votre estime de soi, vous vous condamnez à vivre dans un va-et-vient constant d'anxiété et de dépendance. Débarrassez-vous de ce fardeau. Cessez d'hypothéquer votre paix pour l'approbation de ceux qui ne connaissent pas vos combats. La neuroscience ne ment pas. Répéter l'idée que vous avez besoin de validation pour vous sentir précieux renforce les réseaux neuronaux de dépendance et de peur du rejet. Si aujourd'hui vous osez vous affirmer, même si la voix intérieure tremble, vous commencez à réécrire ce circuit. N'attendez pas que le monde vous reconnaisse. Reconnaissez d'abord votre propre valeur.
Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. La véritable estime de soi se construit dans le silence, dans les moments où personne ne regarde et où vous choisissez de ne pas céder à l'auto-attaque, au mépris ou à l'auto-apitoiement. Assez d'excuses. Votre valeur n'est pas négociable. Cessez de mendier reconnaissance. C'est une dette que vous n'avez pas besoin de porter. Si vous voulez vivre avec dignité, commencez par vous respecter avant quiconque. Le reste est accessoire. 6. Laisse aller ce que tu ne peux pas influencer. La vérité est celle-ci. La plupart des choses qui te volent la paix chaque jour sont hors de ta portée. Et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu cesseras de te fatiguer dans des guerres mentales impossibles à gagner. Il y a une partie de ton esprit qui insiste à croire que si tu t'inquiètes suffisamment, si tu y penses encore une fois, si tu analyses jusqu'à l'épuisement, tu pourras tordre la réalité à ta guise. Ce mécanisme est traître, il te convainc que t'inquiéter est la même chose que t'occuper, que penser sans relâche équivaut à résoudre, alors qu'en réalité, cela te confine dans une cage invisible d'impuissance et de frustration. Le besoin de contrôle est un piège subtil, construit sur la peur, peur de l'incertitude, peur du rejet, peur de perdre ce peu que tu crois avoir sécurisé. Et plus tu essaies de serrer le poing sur ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres, l'avenir incertain, les résultats d'autrui, plus la sérénité s'échappe entre tes doigts. Le prix est élevé, anxiété constante, énergie perdue, une fatigue qui ne s'en va pas même avec des heures de sommeil. L'esprit se remplit de scénarios qui ne se produisent jamais, de dialogues imaginaires, de solutions pour des problèmes qui n'existent même pas encore. C'est ainsi que tu te détournes de ce que tu peux réellement influencer et que tu finis par hypothéquer ta tranquillité pour un contrôle qui n'a jamais été le tien. Ce n'est pas facile de lâcher prise, je le sais. Même maintenant, en le disant, je ressens l'impulsion de résister, d'argumenter que cette fois, je peux vraiment le changer, de croire que si je pense un peu plus, tout va s'imbriquer. Mais chaque fois que je m'accroche, je n'arrive qu'à augmenter le poids sur mes épaules. Reconnaître les limites n'est pas de la résignation, c'est un acte de brutale honnêteté envers soi-même. Il y a des choses qui t'affectent, mais qui ne t'appartiennent pas. Il y a des batailles qui ne te concernent pas. L'art est de distinguer la limite. Jusqu'ici va ma responsabilité, à partir d'ici, je lâche ce que je ne contrôle pas. Les enseignements stoïciens martèlent cette idée encore et encore. Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, tes actions, ton jugement. Le reste, même si cela fait mal, il faut le laisser aller. Insister pour contrôler l'incontrôlable est une dette émotionnelle qui se paie en tranches d'anxiété. L'affirmation « je lâche le contrôle » n'est pas une reddition, c'est la plus haute expression de la sagesse pratique. C'est le rappel que ton énergie est finie et mérite d'être investie uniquement là où elle fait la différence. Lorsque tu parviens à lâcher prise, même d'un millimètre, tu récupères de l'espace mental pour mieux répondre à ce qui compte vraiment. Lâcher prise ne signifie pas ignorer. Cela signifie accepter la réalité telle qu'elle est et choisir où tu as le pouvoir d'agir. C'est le fondement de la paix intérieure. Laisse aller ce qui ne dépend pas de toi. Cette phrase n'est pas un réconfort bon marché, c'est une stratégie de survie émotionnelle. Tant que tu ne l'intériorises pas, tu resteras otage de chaque variable extérieure. Souviens-toi de cela. Ta liberté commence là où s'arrête l'obsession de contrôler. 7. Répète pour transformer ton esprit. Tu vas aux toilettes et tu te regardes dans le miroir pendant que l'eau coule dans le lavabo. À peine quelques minutes se sont écoulées depuis que tu as ouvert les yeux et tu peux déjà sentir la pression silencieuse des pensées automatiques. Les tâches accumulées, la fatigue qui ne s'est pas dissipée, le doute sur ta capacité à être à la hauteur aujourd'hui. C'est le scénario le plus courant, pas besoin de l'embellir. Nous, tous, à des degrés divers, évoluons dans ce circuit répétitif d'idées qui se réactivent chaque matin avant que nous prenions une décision consciente. C'est ici que commence le véritable travail mental, car ce que tu dis ou ce que tu gardes pour toi à cet instant devient la graine de ce que tu vas récolter durant la journée.
Il ne s'agit pas seulement de ce que tu penses, mais de ce que tu répètes. L'esprit apprend par répétition, pas par inspiration momentanée. Si chaque matin tu te répètes la même chose que la veille, les mêmes excuses, les mêmes peurs, les mêmes phrases de frustration, tu renforces un circuit neuronal qui fait que ta réaction automatique est toujours de revenir au point de départ. Et ce point, si tu ne le choisis pas, tu l'hérites de ta version la plus faible. En décomposant la mécanique, ce que tu répètes est ce que ton esprit finit par croire, même si au début tu ne le ressens pas comme authentique. C'est le pouvoir brutal de la répétition. Elle transforme le doute en certitude, la peur en habitude, la résignation en une sorte de refuge mental. Mais il en va de même à l'envers. Lorsque tu choisis de faire de 5 affirmations ton encre quotidienne, tu ne joues pas à l'optimisme naïf, mais tu installes un nouveau système d'exploitation. Les affirmations ne sont pas des sorts ni des placebos. Ce sont des instructions directes au cerveau qui, par pure insistance, commencent à façonner de nouvelles routes. Le processus est inconfortable, car l'esprit va toujours préférer le chemin déjà emprunté, mais la neuroscience est claire. Ce que tu répètes avec intention déplace, peu à peu, ce qui semblait auparavant inévitable. C'est ainsi que fonctionne la reprogrammation mentale. Cela ne dépend pas de te sentir motivé, mais de t'engager dans une pratique quotidienne, même lorsque tout ton corps et ton dialogue intérieur te demandent de revenir en arrière. Les conséquences de ne pas le faire sont évidentes. Tu vis séquestré par des schémas que tu n'as même pas choisis. Tu répètes des réactions qui t'ont déjà coûté cher, et tu te demandes pourquoi rien ne change. Mais si tu décides d'installer un nouveau discours intérieur, en choisissant chaque jour des affirmations qui renforcent ton pouvoir, ta présence et ton autonomie, alors le circuit commence à se fracturer. Ce que tu répètes te façonne. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a une stratégie. Décide quelles seront les 5 phrases qui vont occuper cet espace fertile du matin, insiste sur elles même si elles semblent vides au début, et observe comment, avec le temps, tes réponses face à la vie cessent d'être les mêmes. Le véritable changement ne se produit pas en un seul acte héroïque, mais dans la constance silencieuse de ce que tu choisis de répéter quand personne ne te voit. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Répète pour transformer ton esprit. C'est ce qui différencie celui qui se résigne de celui qui se réinvente. 8. Parle-toi comme un allié. Je vais être brutalement honnête. Pendant longtemps, mon dialogue intérieur ressemblait plus à une tranchée hostile qu'à un espace sûr. Je me réveillais, et avant même de sortir du lit, je recevais déjà des instructions d'une voix intérieure qui ne pardonnait aucune erreur, qui passait en revue chaque défaut avec la précision d'un chirurgien, et qui, si je commettais la moindre faute, en faisait une sentence. Personne ne le remarquait. Mais pendant que je me lavais le visage ou que je m'habillais, cette voix était capable de me charger d'un poids invisible qui déformait tout ce que je voyais à l'extérieur. C'était comme avancer chaque matin avec un sac à dos rempli de pierres que j'avais moi-même mises là, juste par habitude. Et le plus absurde, c'est que je ne réalisais pas que ce traitement implacable n'était pas une sorte de discipline, mais une forme de sabotage silencieux. Cela devient presque un réflexe automatique. Tu te trompes et tu t'appelles maladroit. Tu ressens de la peur et tu te reproches de ne pas être plus fort. Tu as un doute et tu t'accuses d'insécurité. Ainsi, sans t'en rendre compte, chaque phrase intérieure devient une graine de méfiance qui fleurit au cours de la journée. Observer ce mécanisme, avec tous ses détails, est inconfortable. Ce n'est pas facile d'admettre que souvent tu es ton propre ennemi, que le pire juge n'est pas les gens là-dehors, mais cette voix qui ne se repose jamais et qui semble prendre plaisir à énumérer tes manques. Il y a de petits gestes qui le trahissent, le froncement de sourcils devant le téléphone après avoir lu un message, la respiration contenue quand tu doutes de faire ce qu'il faut, la mâchoire serrée quand tu te rappelles une ancienne erreur. Ces signaux physiques sont la preuve d'une conversation interne qui, si tu ne la corriges pas, te vole de l'énergie vitale avant même que la journée ait commencé. Et la vérité, c'est que personne ne va arrêter ce cycle pour toi.
Il ne suffit pas de lire des phrases motivantes, ni de promettre que demain, tu seras plus gentil avec toi. Il faut un acte délibéré de conscience. Tu dois commencer à te parler comme un allié, pas comme un procureur. Il ne s'agit pas de te mentir, ni d'inventer une version parfaite de toi-même, mais d'entraîner l'habitude de te dire des mots qui ajoutent, pas qui soustraient. Te parler comme un allié signifie reconnaître les erreurs sans condamnation, te pousser à t'améliorer sans mépris, te rappeler tes capacités même si la voix automatique insiste sur le contraire. Tu ne peux pas attendre que la confiance apparaisse si le discours que tu répètes chaque jour est celui du châtiment. La neuroscience montre que chaque fois que tu choisis consciemment des mots de soutien et non d'attaque, ton cerveau reconfigure ses connexions, affaiblit les circuits de l'auto-attaque et renforce ceux de la résilience. Chaque phrase bienveillante et réaliste que tu te dédies est une brique dans la construction de ta force mentale. Regarde-toi dans le miroir et observe tes gestes. Ce que tu te dis là, t'aiderait-il à résister à une journée difficile ou te prépare-t-il simplement à trébucher à nouveau? Les mots que tu choisis sont les outils avec lesquels tu élèves ou détruis ton propre moral. Fais de ton dialogue intérieur un refuge où tu peux te reposer, même si le monde extérieur est un terrain hostile. Ce que tu te répètes en privé forge ton caractère en public. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que la vieille voix de la critique apparaîtra, remplace-la par celle d'un allié. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie de survie. Te parler comme un allié, c'est cesser d'être ton propre obstacle et commencer à être ta plus grande ressource. 9. Ne nie pas la douleur, dirige ta réaction. Il y a des douleurs qui ne se laissent pas ignorer, comme un impôt émotionnel que la vie te prélève chaque fois que tu essaies de faire comme si de rien n'était. Il ne s'agit pas de souffrance poétique ni de peine décorative. Je parle de ce poids sourd qui t'écrase la poitrine dès que tu fais face à une perte, une trahison ou un échec qui ne s'efface pas avec des phrases toutes faites. Et c'est ici que la plupart échouent avant même d'essayer de lutter. Car le premier réflexe est de dissimuler, d'embellir ou de fuir cette douleur, comme si la cacher derrière un sourire ou se distraire allait l'éliminer. Mais il n'y a pas d'auto-illusion qui dure assez longtemps. Ce que tu nies te ronge de l'intérieur, et ce que tu réprimes finit par gouverner chaque réaction, chaque mot, chaque silence gênant dont tu ne comprends pas d'où il vient. Ne pas reconnaître la douleur ne te rend pas fort, cela te rend aveugle, et l'aveuglement émotionnel est la recette parfaite pour répéter toutes tes erreurs. Enlève le masque de l'indifférence. Personne ne devient plus courageux en faisant semblant que ça ne fait pas mal. Le stoïcisme ne te demande pas d'être une roche insensible, mais d'apprendre à regarder la douleur en face et de cesser de la traîner comme une chaîne invisible toute la journée. La souffrance ne va pas s'évaporer parce que tu dis que ce n'est pas si grave. Tu n'es pas un héros en ingérant ce qui te fait mal, tu es un otage de ce mécanisme chaque fois que tu le caches. Ce qui fait mal, et le nier ne fait que le transformer en un ennemi plus fort, plus rusé, plus capable de te saboter quand tu t'y attends le moins. La douleur que tu ignores te gouverne. C'est la vérité brutale. Si tu continues à fuir, tu te condamnes à répéter le cycle. Tu anesthésies la douleur aujourd'hui et demain elle revient avec plus de force, car la seule chose que tu as entraînée, c'est l'évasion. Maintenant, voici le tournant important. Ressentir la douleur n'est pas la même chose que de se rendre à elle. Le stoïcisme exige de toi quelque chose de bien plus difficile que de nier ou de dramatiser. Il te demande de diriger ta réaction, d'utiliser cette inconfortabilité comme carburant et non comme excuse. Vas-tu vraiment continuer à utiliser la douleur comme prétexte pour justifier tes pires réponses ? Combien de temps vas-tu laisser une déception d'hier diriger ton attitude d'aujourd'hui ? C'est la partie inconfortable que personne ne veut entendre. La douleur est inévitable, mais ta réaction t'appartient et seulement à toi. Tu peux laisser cela te transformer en une version plus amère et réactive, ou tu peux décider ici et maintenant que tu vas répondre avec intégrité, avec sang-froid, avec un minimum de respect pour ta propre capacité de résilience.
Ne contrôle pas la douleur, contrôle ta réponse. Cette phrase devrait être gravée à la porte de ton esprit chaque matin. La neuroscience le montre avec la même froideur. Quand tu décides d'affronter la douleur, de la reconnaître, de la nommer, puis de choisir consciemment ta réaction, tu crées de nouvelles voies neuronales qui te préparent à résister au prochain coup, au lieu que chaque blessure soit plus profonde que la précédente. Mais si tu préfères le chemin de la négation, tu renforces seulement le réseau de la peur et de l'évasion. Deviens adulte émotionnellement, une bonne fois pour toutes. Accepte la douleur, mais ne te mets pas à genoux devant elle. Utiliser la douleur comme excuse est la sortie facile, mais dirige ta réaction et tu verras comment chaque coup se transforme en leçon, pas en condamnation. Ici, il n'y a pas de place pour les auto-illusions. La douleur n'est pas négociable, ta réaction l'est. 10. Engage-toi chaque matin pour ton changement. Rien ne change si tu ne t'engages pas. C'est la vérité que personne ne veut entendre quand on parle de transformation personnelle. Tu peux lire des phrases, écouter des conseils, imaginer des futurs différents, mais si chaque matin tu ne décides pas une bonne fois pour toutes que tu vas porter le poids de ton propre changement, tout le reste n'est que bruit. L'engagement est inconfortable, car il t'oblige à regarder en face ce que tu as laissé de côté et à reconnaître que ta version d'aujourd'hui est la somme de tes choix les plus confortables. Le véritable conflit ne réside pas dans les obstacles externes, mais dans ce pacte silencieux que tu fais avec l'inertie chaque fois que tu remets à plus tard ce que tu sais devoir transformer. Quand le réveil sonne, ton premier réflexe révèle le niveau d'engagement réel que tu as envers ton changement. Si tu choisis l'excuse facile, la journée est déjà hypothéquée. Si tu choisis l'affirmation, même si tu n'y crois guère, tu paies la première échéance d'une dette bien plus grande. T'engager chaque matin n'est pas un acte romantique ni grandiloquent. C'est accepter que le processus sera répétitif, parfois ingrat, presque toujours invisible. C'est le moment où tu décides de cesser de négocier avec tes anciens mécanismes mentaux et d'affirmer, même à voix basse, « Aujourd'hui, je choisis encore mon chemin ». Ici, il n'y a pas de témoins ni d'applaudissements. L'engagement est un contrat interne que seul toi peux signer et qui se renouvelle en silence, même lorsque la motivation n'est pas au rendez-vous. Il existe un mécanisme psychologique que nous partageons tous, la tentation de l'auto-indulgence. Elle se déguise en autocompassion, en fatigue justifiée, en promesse pour demain. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces la croyance que tu peux reculer sans coup. Mais le prix existe, la confiance en soi s'érode et l'esprit apprend que tes mots pèsent peu. Ce que tu ne soutiens pas te soutient contre. C'est la sentence qui marque la différence entre la transformation et la résignation. Le véritable engagement dérange, car il exige une cohérence quotidienne, pas la perfection. Il y aura des jours où tu répéteras les affirmations par pure discipline, sans ressentir de changement. C'est justement là que se forge le caractère. L'esprit cherche des raccourcis, veut des preuves rapides, des résultats immédiats. Mais la neuroscience est claire, les nouveaux circuits se créent à force de répétition, et chaque répétition est un petit acte de foi. Le conflit interne surgit lorsque la vieille voix te demande des preuves et que la nouvelle à peine balbutie. C'est le moment de plus grand pouvoir, car rester est plus douloureux qu'avancer. Les croyances ne se transforment pas par inspiration, mais par un engagement soutenu. N'attends pas de te sentir prêt. L'engagement est de décider sans garantie, de choisir ton changement avant qu'il ne se remarque. La volonté vaut plus que l'émotion. Cette phrase, bien qu'elle fasse mal, est celle qui sépare celui qui se réinvente de celui qui ne le souhaite que. Engage-toi chaque matin, même si c'est entre doutes. Ce contrat avec toi-même est le seul investissement qui ne se dévalue jamais. Si aujourd'hui tu répètes l'affirmation, si aujourd'hui tu tiens ta parole, alors aujourd'hui tu as déjà changé quelque chose. Que personne ne te dise le contraire, l'engagement quotidien est le véritable muscle du changement.
Ce n'est ni le manque d'opportunités, ni la malchance, ni le destin qui maintient la plupart des gens piégés dans une vie qu'ils ne reconnaissent pas comme la leur. C'est le désordre, le manque de décision et l'habitude de se laisser porter par l'inertie jour après jour, jusqu'à ce que le coup psychologique devienne une dette impossible à ignorer. Chaque fois que tu te convaincs que demain tu commenceras, chaque fois que tu cherches une excuse pour reporter ce que tu sais être urgent, tu continues à t'entraîner à l'art de saboter ta propre avancée. Personne ne viendra te sauver du chaos que tu nourris toi-même. Le véritable changement ne commence pas par de belles phrases, ni par des promesses de nouvel an, mais par une auto-évaluation brutale et la disposition à laisser derrière soi ce qui ne sert plus, même si cela fait mal, même si cela te laisse seul, même si tu dois renoncer à de vieux mécanismes mentaux qui te donnaient une fausse sensation de sécurité. Si tu veux que 2026 soit différent, prépare-toi à cesser d'improviser et à embrasser l'inconfort de la discipline. Il n'y a pas de transformation sans structure. Il n'y a pas de liberté sans limite claire. Tu devras apprendre à protéger ta paix comme si c'était ta ressource la plus précieuse, à organiser ta vie, même si cela signifie laisser derrière toi des personnes, des routines et des lieux qui ne t'apportent plus rien. Ce n'est pas une vidéo pour te sentir bien pendant quelques minutes. C'est une invitation à fracturer le caractère faible et à construire, dès aujourd'hui, une vie qui ne dépende ni de la motivation, ni des applaudissements extérieurs. Si tu veux une transformation réelle, prépare-toi à agir dans le silence et à laisser les faits parler. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire mieux. Discipline, détachement et structure, le reste n'est que du bruit. 1. Évalue ta situation avec une brutalité honnête. La plupart préfèrent se mentir plutôt que d'accepter ce qu'ils sont vraiment. Ils préfèrent déguiser l'insatisfaction avec des distractions, maquiller le désordre avec des excuses et justifier le stagnation avec des explications de plus en plus alambiquées. Mais cette stratégie, si l'on peut l'appeler ainsi, ne fait que t'enfoncer plus profondément dans la médiocrité. Pour chaque jour où tu évites de regarder ta situation en face, la dette envers toi-même grandit. Peu importe combien tu l'ignores, ni combien de rationalisation tu construis. La réalité est toujours là, attendant que tu prennes la décision de l'affronter sans filtre ni anesthésie. Le premier pas vers toute transformation réelle est de te défaire du masque de l'auto-tromperie et de voir, avec une brutalité honnête, où tu te trouves. Pas où tu aimerais être, ni où tu penses que tu serais si tout s'était passé différemment. La question centrale est, qu'as-tu vraiment construit jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les résultats tangibles de tes décisions, de tes habitudes et de tes priorités? Arrête de répéter que tu fais de ton mieux si au fond tu sais que ce n'est pas vrai. Arrête de te cacher derrière la fatigue, le stress, le manque de temps. Tant que tu continues à justifier ce qui ne fonctionne pas, tu continueras à répéter les mêmes comportements qui t'ont amené ici. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller ni de dramatiser, mais d'admettre, sans embellissement, l'état réel de ta vie. Le corps que tu as, la santé que tu maintiens tant bien que mal, l'argent que tu n'arrives pas à conserver, les relations qui survivent à peine, la discipline qui n'apparaît que sous pression extérieure. Combien de ta vie est le résultat de décisions conscientes et combien est simplement de l'inertie? Si cela te fait mal de l'entendre, tant mieux. La douleur est l'alarme qui indique que quelque chose a besoin de changer en profondeur. La brutalité de l'honnêteté personnelle n'est pas de la cruauté, c'est un outil. C'est le scalpel qui coupe l'illusion pour laisser voir la blessure. Personne ne va te sauver de tes propres mensonges. Personne ne va mettre de l'ordre dans ta vie si tu n'as pas le courage de reconnaître le désordre. La clarté fait mal, mais elle libère. Aucun progrès n'est possible si tu insistes à adoucir la vérité sur ton point de départ. C'est le moment de laisser tomber les justifications, de regarder ton solde réel, sans attente ni désir d'impressionner qui que ce soit. Ce que tu ne assumes pas te contrôle. Ce que tu ne reconnais pas pourrit et se multiplie. Si tu veux que 2026 soit différent,
Commence par te regarder avec la dureté nécessaire pour cesser d'être victime de tes propres distorsions. Ton progrès commence là où le mensonge se termine. 2. Définis ce que tu ne tolères plus. Le réveil sonne et automatiquement, tu tends la main pour l'éteindre. Tu regardes le plafond un moment, repassant mentalement les obligations de la journée. Et dès le départ, tu ressens ce poids familier. La précipitation habituelle, les tâches qui s'accumulent, cette sensation que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais pas vraiment quoi. Tu passes devant le miroir et évites de trop te regarder, te convainquant qu'il n'y a pas de temps pour penser à ce qui te dérange. La routine t'entraîne et sans t'en rendre compte, tu finis par accepter de petits inconforts, des renoncements quotidiens, des concessions qui s'accumulent, jusqu'à ce que tout devienne une habitude invisible. C'est ainsi que fonctionne la tolérance au désordre. Ce n'est pas une grande décision, c'est le résultat de 1000 micro-décisions qui ne coûtent pas cher immédiatement, mais qui te vident lentement de ton énergie, de ton estime de soi, de ta clarté. L'esprit est habile à s'adapter à ce qui est familier, même si c'est toxique ou limitant. Si tu permets que l'inconfort devienne la norme, tu finis par cesser de le remettre en question. Tu commences à justifier l'injustifiable, la fatigue perpétuelle, la relation qui te pompe, le travail que tu détestes, le corps qui s'affaiblit parce que c'est la vie. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas tant la situation qui te dérange que ta propre permissivité. Ce qui est dangereux, ce ne sont pas les circonstances difficiles, mais tout ce que tu permets de rester quand tu ne devrais plus. Définir ce que tu ne tolères plus n'est pas un acte de colère, c'est le démarrage d'une limite interne. C'est prendre conscience que la tolérance est un investissement. Chaque jour où tu supportes ce qui te diminue, tu laisses moins de place à ce qui te valorise. Le conflit surgit lorsque ton esprit cherche des raccourcis pour ne pas affronter le vide de rompre avec ce qui est connu. La peur de perdre ce qui est à peine stable devient l'excuse parfaite pour continuer à admettre de petites trahisons à ton bien-être. C'est pourquoi tu dois te poser la question avec la même brutalité que celle avec laquelle tu as analysé ton point de départ. Quel comportement, situation ou personne n'ont plus la permission de rester dans ta vie? Il ne s'agit pas de faire une liste, mais de tracer avec détermination ta ligne de non-retour. Il y a des habitudes qui ne méritent pas une autre chance, des environnements qui ne nourrissent que ton insécurité, des pensées qui te maintiennent dans un cycle d'auto-justification. Tu dois apprendre à cesser de négocier avec ta propre fatigue. Ce que tu tolères aujourd'hui, demain deviendra ton standard de vie. La discipline authentique commence lorsque tu cesses de justifier ce qui te fait mal. Il ne suffit pas de savoir ce qui te fait souffrir. Il faut décider que tu ne vas plus le permettre. Le respect de soi se construit ainsi, non seulement parce que tu fais, mais parce que tu n'acceptes plus. Tolérer moins, c'est commencer à te respecter davantage. 3. Construisez des habitudes avant de chercher la motivation. Je vais être honnête. Pendant des années, j'ai cherché des excuses pour ne pas affronter la véritable origine de ma paralysie. Je disais qu'il me manquait d'inspiration, que si je trouvais la bonne motivation, alors je commencerais à changer ma vie. Mais au fond, je le savais, cet élan euphorique que j'attendais n'allait jamais arriver de manière magique ou soutenue. Le reconnaître fait mal, mais cela libère aussi, parce que la vérité inconfortable est que la motivation est la ressource la plus instable et traîtresse que tu puisses espérer pour soutenir tout changement réel. C'est une étincelle qui s'éteint rapidement, un pic émotionnel qui ne dure que quelques heures ou quelques jours, et ensuite tu te retrouves à nouveau au même point de départ, avec la frustration renouvelée et la dette interne plus lourde. L'esprit, accro aux gratifications rapides, te vend l'idée que quand tu te sentiras prêt, alors tu réussiras. Mais ce moment n'arrive jamais tout seul. La plupart des gens restent à attendre, à procrastiner, à accumuler culpabilité et déception. L'essentiel, même si cela fait mal à l'admettre, est que tu n'as pas besoin de te sentir motivé pour commencer quelque chose d'important. Tu as besoin de structure.
Quand tu analyses les jours où tu as vraiment avancé, ce n'était presque jamais parce que tu te sentais inspiré. C'était parce que tu t'es imposé une routine, que tu as agi même si cela te déplaisait, parce que tu as eu le caractère d'aller à l'encontre du désir de procrastiner. Là se trouve le véritable muscle que tu dois entraîner. La capacité de faire ce que tu as dit que tu ferais, même si le corps ou l'esprit veulent négocier une sortie facile. La motivation est un luxe, l'habitude est l'outil. Si tu dépends des états d'âme, ta vie sera une succession d'essais interrompus, de projets inachevés et de promesses vides. L'habitude, en revanche, est la discipline automatisée. Tu le fais parce que c'est déjà une partie de ton identité, pas parce que chaque jour tu te demandes si tu en as envie. Arrête d'attendre le moment parfait. Construis-le. Si tu veux que ton avancement soit stable, tu as besoin de systèmes qui fonctionnent même quand ton moral est au plus bas. Pense à tes habitudes comme à un filet qui te soutient quand tout le reste échoue. Tu te lèves, tu agis, tu avances, même si le reste de ta vie est un chaos temporaire. C'est là que la transformation devient inévitable, car elle ne dépend plus de ton état émotionnel, mais des fondations que tu as installées jour après jour, peu importe le bruit extérieur ou les excuses internes. Quand l'habitude prend le contrôle, la motivation devient irrélévante. Fais ce qu'il faut, même quand tu ne ressens rien. Tu n'es pas tes émotions passagères, tu es ce que tu répètes chaque jour. Ce qui va te changer, ce n'est pas l'enthousiasme d'un lundi, mais la constance brutale de tous les mardis gris. Attendre de te sentir prêt est le piège le plus coûteux. La discipline est plus forte que n'importe quel désir momentané. 4. Organise ta vie. Ne fais pas d'improvisation. Il y a ceux qui vivent chaque jour comme s'ils lançaient des pièces éparses d'un puzzle sur une table, espérant qu'au hasard, une image cohérente se forme. Ils se déplacent entre tâches, engagements et urgences, comme quelqu'un qui essaie d'assembler un mécanisme sans instruction, vissant des pièces à la volée, oubliant des vis dans leurs poches, laissant des trous non vérifiés. Cette dispersion se remarque dans le regard. Des yeux sautant d'un écran à l'autre, des mains consultant le téléphone pendant que la nourriture refroidit, des pensées fragmentées qui n'atterrissent jamais vraiment. Ce n'est pas un hasard si l'anxiété domine ceux qui improvisent leur vie. Le désordre n'est pas seulement externe, c'est un bruit de fond qui épuise, une pression invisible qui s'accumule derrière les yeux et à la base du cou, chaque fois que tu oublies ce que tu allais faire, chaque fois que tu sautes d'une tâche inachevée à une autre que tu laisseras également à moitié faite. Ainsi, la confiance en soi s'érode. Quand chaque jour est une collection d'essais dispersés, la fatigue se multiplie et les résultats semblent toujours lointains. Organiser ta vie n'est pas un luxe, c'est la seule défense réelle contre l'entropie quotidienne. Il n'y a rien d'héroïque à vivre en éteignant des incendies tout le temps, ni à se vanter de la capacité à résoudre des crises de dernière minute. Ce n'est pas de la résilience, c'est un épuisement chronique déguisé en efficacité. Celui qui vit sans structure dépend du hasard et de l'énergie du moment. Mais l'énergie s'épuise et le hasard ne joue jamais indéfiniment en ta faveur. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à concevoir tes journées avec la même précision qu'un artisan aiguise ses outils chaque matin. Planifie, même si cela coûte. Fixe des horaires, même si cela dérange. Définis des priorités et respecte-les comme si ta vie en dépendait, car en partie, c'est le cas. L'organisation se ressent dans le corps. Tu le remarques quand ton bureau est propre et que chaque chose a sa place, quand ton agenda reflète non seulement des obligations, mais aussi des espaces pour réfléchir, pour te déplacer, pour te reposer. La clarté externe ordonne l'esprit. Tu n'es pas productif par accident. Tu l'es parce que tu décides chaque nuit ce que tu vas attaquer le lendemain, parce que tu réduis les possibilités de distraction, parce que tu transformes tes routines en rituels de progrès. L'improvisation est le chemin le plus court vers la stagnation. La structure est le seul pont vers une transformation réelle. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un agenda bien utilisé ou d'un espace dégagé. Fais de l'organisation un acte de respect de soi, pas seulement une stratégie d'efficacité. Le chaos ne se combat pas par la volonté, mais par des systèmes.
Ce que tu ne planifies pas te sabote en silence. L'ordre est ton bouclier contre la médiocrité. Personne ne construit une vie solide sur la base d'essais aléatoires. Si tu veux que ta vie change, commence par cesser d'improviser. L'avenir appartient à ceux qui entraînent la discipline de mettre chaque pièce à sa place. 5. Protège ton énergie avec des limites fermes. Tu ne dois ton énergie à personne. C'est aussi simple que cela, aussi inconfortable. Chaque fois que tu cèdes ton espace mental, ton temps ou ton attention à des demandes extérieures que tu ne choisis pas consciemment, tu hypothèques ton avancement pour payer des dettes émotionnelles qui ne te concernent même pas. Les gens autour de toi se sont habitués à te demander plus que ce que tu te donnes à toi-même. Ils te chargent de leurs attentes, de leurs urgences, de leurs problèmes non résolus, et toi, par habitude ou peur de décevoir, tu laisses la porte ouverte et tu permets à ton agenda de devenir une décharge d'affaires étrangères. Jusqu'à quand vas-tu continuer à offrir tes heures et ta paix pour soutenir le confort de ceux qui ne se soucient même pas de protéger le tien? La vérité est brutale. Si tu ne mets pas de limites strictes, ta vie sera une extension de la volonté des autres, assez de déguiser la soumission en empathie ou l'épuisement en être une bonne personne. Tu n'es pas ici pour être le matelas émotionnel de tout le monde, ni le pompier de chaque incendie étranger. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est une survie psychologique. Tu n'as pas l'obligation de répondre à chaque message, d'assister à chaque invitation, de résoudre des problèmes que tu n'as pas causés, ni de porter des frustrations qui ne te concernent pas. Chaque oui automatique que tu donnes est une renonciation silencieuse à ce qui compte vraiment pour toi. C'est ainsi que se forme la fracture du caractère, en cédant, en acceptant, en permettant. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de comprendre que ton temps est une ressource non renouvelable et ton énergie, un capital que personne ne te rendra si tu le gaspilles. Si tout le monde a un accès illimité à toi, ta vie devient un terrain public où n'importe qui peut entrer, salir et sortir sans conséquence. Te surprend-il d'être fatigué, dispersé ou sans élan vital ? Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat direct de ne pas défendre tes frontières personnelles. Mets des limites. Fais-le même si cela fait mal, même si on t'appelle égoïste, même si on t'accuse d'avoir changé. Changer est précisément ce qui est urgent lorsque tu réalises que vivre en plaisant à tout le monde t'a laissé vide. La paix intérieure ne se négocie pas. Personne ne respectera ton temps si tu n'es pas le premier à le protéger. Arrête de justifier l'épuisement comme si c'était une médaille. Arrête d'accepter des relations, des responsabilités et des demandes qui ne te font que du tort. L'énergie que tu perds dans des batailles étrangères est celle qui te manque pour construire ta propre avancée. Si respecter tes limites dérange quelqu'un, c'est la preuve qu'elles étaient nécessaires. Ne vis pas en fonction de l'approbation de ceux qui bénéficient de ta faiblesse. Le respect de soi n'est pas optionnel. La discipline de protéger ton énergie est le filtre qui sépare l'essentiel de l'irrélevant. La vie ne va pas t'attendre pour que tu apprennes cela par les bonnes manières. Celui qui n'apprend pas à dire non finit par vivre une existence qu'il n'a pas choisie. 6. Détache-toi de ce qui ne compte plus. La vérité est celle-ci. Une grande partie de ce que tu portes ne t'appartient plus, mais tu t'accroches par habitude ou par peur. Tu t'es habitué à avancer avec un poids mort, des relations qui n'avancent pas, des habitudes qui te drainent, des routines qui existent seulement parce que tu n'as pas eu le courage de les lâcher. Il y a une inertie psychologique qui te pousse à défendre ce que tu connais, même lorsque cela te freine. Ce n'est pas que tu ne sais pas ce qui te pèse, c'est que tu te convaincs que tu as encore besoin de cela pour te sentir en sécurité, même si, au fond, tu reconnais que ce n'est qu'un fardeau. L'attachement à l'inutile est l'un des pièges les plus profonds de l'esprit. Tu justifies ce qui ne fonctionne plus parce que le laisser partir semble être une perte, alors qu'en réalité, c'est le seul mouvement qui te libère de l'espace pour quelque chose de mieux. C'est ainsi que fonctionne l'autotromperie. Tu te convaincs que cela changera, que cela sert encore, que mieux vaut le mal connu. Et pendant ce temps, ton avancée stagne sous le poids de l'inutile.
Il existe des mécanismes internes qui rendent le détachement difficile. L'un d'eux est la nostalgie de ce qui a un jour fonctionné. Un autre est la culpabilité déguisée en responsabilité. Tu crois qu'abandonner une relation, un projet ou une routine ratée est une trahison, alors qu'en réalité c'est un acte d'honnêteté envers toi-même. La peur de rester seul, de ressentir le vide laissé par ce que tu lâches, te pousse à remplir tes journées d'occupations inutiles et de conversations épuisantes. Il est plus confortable de maintenir ce qui n'apporte plus que d'affronter le silence du nouveau. Mais le confort est un poison lent. Il t'anesthésie et te vole la faim de grandir. Chaque jour que tu retardes la coupure définitive, ton énergie se disperse et ta clarté s'éteint. Reconnaître ce qui ne compte plus nécessite une brutalité d'autosurveillance. Il ne suffit pas de ressentir de l'irritation ou de la fatigue. Tu dois identifier avec précision quelles relations, activités et pensées n'existent que par peur du changement. Il est difficile d'accepter que bien souvent, la majeure partie de ton épuisement provient de ne pas lâcher ce qui est évident. L'attachement est l'addiction à ce que l'on connaît, même si cela fait mal. L'esprit te vend l'idée que quelque chose d'essentiel mourrait si tu coupes les ponts, mais ce qui meurt, c'est la version de toi qui a choisi de rester immobile. Se détacher n'est pas simple. C'est une décision inconfortable qui ressemble à une amputation, mais c'est aussi le seul chemin vers une véritable légèreté. Tu n'as pas besoin de porter tout ce que tu as été. L'avancée nécessite de l'espace, et l'espace se conquiert en laissant aller. La phrase est simple. Ce qui ne compte pas gêne. Ne t'habitue pas à la saturation, ni à la compagnie qui épuise, ni au prétexte qui te diminue. La liberté commence quand tu cesses de protéger ce qui ne fait que prendre de la place.